Dès les premières minutes du drame, on l'a vu, le papa de Pierre Leschiera est sur les lieux, avec les pompiers et quelques gendarmes. On le dit souvent, les premiers moments de l'enquête sont déterminants. C'est parce que ces premiers moments ne sont pas encadrés, ne sont pas traités d'une manière très professionnelle, en ce sens que les gendarmes ne sont pas encadrés comme ils devraient l'être, ne connaissent pas les renforts qu'ils devraient connaître, ne sont pas épaulés comme ils devraient être épaulés par une équipe scientifique, par un environnement judiciaire, que les choses vont à volo. Madame le juge d'instruction, qui est très vite saisie, ne se déplacera jamais sur les lieux. Le parquet, pas davantage. Est-ce que c'est parce que c'est le week-end du 14 août, du 15 août plus exactement? Peut-être que j'ai mauvais esprit, mais je crois que je ne suis pas le seul à avoir cette mauvaise idée. Personne ne fait rien. Le gel de la scène de crime est ridicule. Rien ne fait. Et puis on est dans un petit village où tout le monde se connaît et où il aurait été indispensable que dès la première minute, la brigade du lieu soit dessaisie. Bon, ça aurait évité plein de compromissions qui sont inévitables lorsqu'il y a une telle promiscuité. Sur la scène du crime, les gendarmes ne ramassent que peu d'indices. Tout juste parviennent-ils finalement à deviner avec quel type d'arme Pierre a été abattu. On recueille sur les lieux pratiquement rien. Une bourre de cartouches. Et ce n'est que quelques heures plus tard qu'un promeneur va ramasser 2 douilles de cartouches qu'il va porter à la gendarmerie. C'est dire que les gendarmes ne les ont même pas vus au moment où ils étaient sur les lieux, alors qu'on est à quelques mètres du corps de Pierre. Et on va partir de la certitude, qui sera confirmée bien évidemment par le médecin légiste, que c'est un fusil de calibre 16 qui a tiré et qui a donné la mort à Pierre Leschiera. Pour les proches du berger, on le sait, les coupables sont dans les rangs des chasseurs. Mais qui parmi ces chasseurs? La gendarmerie de suite m'a demandé si j'avais une idée de ce qui... J'ai donné 6 noms. Ils avaient fait une liste de 14 personnes à peu près qui avaient peut-être eu des mots avec Pierre. Mais bon, c'est pareil, là, ça donnait rien. Hein. Pas tout à fait. Toutes ces personnes ont été soumises à des tamponnements de la main droite pour tenter d'y déceler des traces de plomb, des résidus de traces de tir. Personne n'y échappe. On m'a fait les tamponnements à la gendarmerie vers les 10-11 heures du matin. Parce qu'on m'a demandé de descendre à la gendarmerie et ils se sont payés le luxe de faire des tamponnements sur mes mains. Mais on n'a pas trouvé, heureusement. Sinon, on m'aurait dit encore que c'est moi qui l'avais tué. Ils étaient tellement doués, les gendarmes. Jusque sur les mains de mon grand-père, on a fait des tamponnements. C'est la preuve, aujourd'hui, que l'enquête n'a pas été bâclée complètement, comme on essaye de le dire, et que toutes les autres pistes n'ont pas été vues, puisque d'autres pistes ont été vues. Je veux dire, la piste des clandestins, ça a été vu et revu. La piste du fait qu'il ait pu tromper sa femme, ça a été vu et revu. Et puis voilà. Le crime passionnel est effectivement immédiatement écarté. La piste des clandestins est, elle, plus persistante. Il y a pas mal de personnes, y compris à l'époque le maire de l'époque, Jean Albin, qui ont essayé d'aiguiller les gendarmes sur des histoires de passeurs, de trafic de drogue. C'était facile, on était près de la frontière. Puis si c'est un Italien ou quelqu'un de l'autre côté qui a fait ça, c'est mieux qu'un Castellarois quand même. Donc voilà, bon, il s'est avéré que toutes ces pistes-là ont été explorées, mais elles n'ont rien donné. Je suis en colère, parce que voilà, on a essayé de le détruire moralement, on n'a pas réussi, on l'a tué physiquement, et aujourd'hui on salope sa mémoire. On le fait passer pour un collaborateur, on le fait passer pour un collaborateur qui dénonçait les clandestins à la PAF, on le fait passer pour un passeur de clandestins, pour un mec qui tabassait sa femme, qui l'a trompé. D'ailleurs, moi, je ne suis pas la fille de Pierre, enfin voilà quoi, je veux dire, on a entendu des abominations, et puis comme je dis, voilà, moi je sais très bien que mon père, passeur de clandestins, sûrement pas, il n'était pas du style à user de la pauvreté des personnes, et plutôt il aurait partagé sa gamelle à en croiser quelques-uns qui se pelaient là-haut à essayer de passer la frontière, plutôt que de les dénoncer quoi, hein. Pierre il n'était pas comme ça, c'était quelqu'un d'humain, hein. Je me dis, c'est les personnes qui sont capables d'inventer des mensonges pareils, qui sont peut-être les acteurs de ce type de mensonges. Mais mon père, sûrement pas, non. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on l'a sali, quoi. On l'a sali, on a bousillé sa mémoire et on met en doute ce qu'il a pu être. Ça, c'est dur. Rien n'y fait. Toutes les pistes ramènent toujours vers les chasseurs. D'autant que les tamponnements et la poudre ont parlé.
Et c'est avéré que donc, quand ils ont fait les tamponnements, donc il y avait Alain Vérando qui avait de la poudre, il y avait Jérôme Vérando qui avait de la poudre, Paul Vérando, Christian Delherba, Émile Murator qui avait de la poudre. Les gendarmes procèdent alors par élimination. Sur cette liste-là, les noms que je viens de vous citer, il y avait Paul Vérando et Christian Delherba qui, eux, avaient une explication puisqu'ils avaient tiré avec une carabine ce soir-là, ils avaient tiré en l'air, ils avaient tiré 3 coups de feu. Souvenez-vous, effectivement, la veille de l'assassinat du berger de Castellar, une fête avait été organisée chez un particulier, chez les Vérando. Et c'est de chez eux que, vers minuit, ont retenti des coups de feu. Pour tester une nouvelle carabine, Paul a tiré en l'air, ainsi que son ami Christian Delherba. Voilà pourquoi ils ont sur les mains des résidus de tir. Voilà pourquoi les gendarmes les écartent de la liste des suspects. Or, ils oublient que nous sommes dans un milieu de chasseurs, que nous sommes dans des gens plus qui sont plus plombiers, maçons, et qui font appel souvent, en plus de la chasse, qui manipulent de la dynamite, qui manipulent des objets, et qui peuvent tous avoir de la poudre sur les mains sans avoir tiré. Sans oublier un élément essentiel qui n'a même pas effleuré les gendarmes, c'est qu'on peut avoir tiré la veille, ou l'avant-veille, et avoir tiré sur le berger aussi. Pour tenter de retrouver l'arme qui a tué Pierre, on saisit tous les fusils qui traînent dans tout le village. Aucun fusil de calibre 16 n'est retrouvé. C'est ce qui a conduit certains à dire que l'arme qui a été utilisée, c'était une arme vieille, et c'était l'arme de vieux ou d'un vieux chasseur. C'est un 16, c'est pas un calibre, c'est pas un 357 Magnum, c'est pas un fusil à pompe, c'est pas un fusil 1,12, c'est pas une carabine, c'est un calibre 16. C'est un fusil que comme je le disais, que nos grands-parents se servaient, que moi je me suis servi quand j'étais en début. Ce sont des fusils dans les années 50, 60, 70, tous les gens utilisaient ce calibre-là. Maintenant c'est un calibre 12, c'est un fusil si vous voulez, mais plus petit. Donc c'est une arme qui ne sert plus, et qu'on devait savoir qu'elle ne servirait plus. Mais ça, faut être un chasseur quand même. Le fusil a dû être caché, jeté ou détruit. Mais on retrouve tout de même des éléments très intéressants chez Émile Murator, l'un des ennemis déclarés de Pierre Lesquirin. Depuis le début, on entend parler de M. Murator. Et on a retrouvé chez lui des cartouches qui étaient de la même marque et à peu près de la même époque que celles qui ont tué Pierre. Ouais. C'est lui le vieux chasseur à qui appartenait le 16. Il y a de grandes chances. Lui, il avait de la poudre aussi. Alors, sauf que Émile Murator était quand même un peu âgé à l'époque, au moment des faits. Pour aller tuer Pierre en montagne, il redescend en courant au village. Émile Murator est né en 1927. Âgé à l'époque des faits de 64 ans, il a encore l'énergie de courir les montagnes pour chasser avec les Vérando. Pourtant, tout le monde va considérer le contraire, gendarmes y compris. Mais beaucoup se forgent une autre certitude. C'est lui qui fournit l'arme et les cartouches. J'en suis convaincu. Si c'est le cas, Murator connaît la vérité sur la mort de Pierre. Il l'a d'ailleurs dit au téléphone. Une écoute judiciaire en témoigne. Il appelle donc un ami à lui du côté de Limoges en lui disant voilà, moi je sais qui c'est. Sous-entendu, je sais qui a fait le coup. Je sais qui a assassiné le berger de Castellar. Pour autant, il n'est pas entendu plus encore par les enquêteurs. C'est assez surprenant quand même. Lorsque donc on lui fait écouter les écoutes téléphoniques, où donc il dit savoir, il dit que c'est les gendarmes qui ont trafiqué les bandes, bon, enfin, il y fait preuve de la plus grande mauvaise foi possible inimaginable. En attendant, M. Émile Murator est mort, et il est parti avec la vérité. Hein. Murator sait. Il sait exactement qui a fait quoi. Hein. Si pour les gendarmes et magistrats, Murator est trop vieux pour avoir fait le coup, Jérôme Vérando, lui, est trop jeune. Il n'a alors que 16 ans. Il ne reste donc plus qu'un suspect potentiel, Alain Vérando, celui qui avait agressé le papa du berger à coups de fourche. Il leur fallait quelqu'un. Et comme ils avaient dit, c'est Vérando, eh bien on prend un Vérando. Paul, lui, l'avait tiré. L'autre, bon, il n'était pas inquiété parce qu'il n'était pas là. Et il restait plus que moi. Hein. C'est tout, il fallait bien qu'il prenne un Vérando. Hein. Alain avait lui aussi des résidus de tir sur la main. Il est donc interrogé.